Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension ? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, partager aux plus jeunes qui souhaitent se développer, mais c'est aussi profiter de milliers d'événements. Adhérer, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages, de formation, dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors êtes-vous prêt à trouver un club ? Pour cela, rendez-vous sur le site ffvélo.fr et rejoignez la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Alors un grand merci tout d'abord pour votre fidélité, vous êtes tous très nombreux à nous rejoindre à chaque épisode, à laisser des commentaires. N'hésitez pas également à nous laisser la fameuse note 5 étoiles qui permet de faire connaître le podcast et donc d'être de plus en plus nombreux et d'avoir des invités notamment sur les stories qui sont médiatisés notamment. Donc un grand merci pour cela. Et puis le festival qui s'est terminé le 11 décembre, on vous donne déjà rendez-vous pour 2026. Donc n'hésitez pas également, si vous voulez revoir certaines scènes de ces 5 films qui avaient été sélectionnés, d'aller sur le site tousencelle.eu. Vous verrez, il y aura toujours des bonnes astuces à prendre. Et puis également un grand merci à nos partenaires, que ce soit Cyclable, vous pouvez aller directement dans les boutiques ou sur le site internet pour trouver notamment des draisiennes pour vos enfants. On en a parlé dans le dernier épisode avec Camille sur ce sujet-là, mais aussi des accessoires et des vélos pour vous déplacer en ville ou partir à l'aventure. L'aventure également le cyclotourisme et donc la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo, qui nous accompagne sur cette saison. Un grand merci pour ces deux partenaires Cyclable et la Fédération française de cyclotourisme. Alors aujourd'hui, pour parler de cyclisme, pour parler de découvrir la France à vélo, je suis accompagné par Camille. Salut Camille. Salut Arnaud. Comment ça va ? Super, et toi ? Toujours autant en forme ? Toujours en super forme et puis hâte de partir en vacances en vélo. Alors c'est vrai qu'au moment où on enregistre cet épisode et au moment où il va être diffusé, peut-être que ta vie aura changé avec un enfant supplémentaire autour de toi. Normalement, si tout va bien, voilà. Écoute. Bon, en tout cas, on va rentrer dans ce sujet d'épisode qui est le tourisme à vélo. Alors, on parle de cyclisme, de cyclotourisme, de voyage, d'aventure à vélo. Quel est l'objectif, Camille ? Qu'est-ce que tu peux nous dire, mais aussi nous faire un constat sur où en est la France et le voyage à vélo et le mode de déplacement justement pour visiter notre si beau pays. Quels sont les objectifs et quel est le constat ? Alors, aujourd'hui, la France, c'est 26 000 km de pistes aménagées et elle a une ambition qui est très claire, c'est devenir, d'ici à 2030, la première destination mondiale du cyclotourisme. Donc, c'est porté forcément par l'engouement du public. Le Tour de France contribue à l'image de carte postale de la France et donne envie d'y voyager, mais c'est aussi beaucoup d'infrastructures qui sont en plein essor. On le voit avec toutes les véloroutes, l'Eurovélo, la Vélodyssée, la Loire à vélo. On va y revenir. Mais c'est vraiment faire de la France ce pays où on se balade à vélo. Alors c'est vrai qu'il y a également, je ne sais pas si on peut appeler ça des tour opérateurs, mais il y a énormément de touristes à vélo qui viennent en France pour parcourir une région, un département, comme tu l'as dit, une Eurovélo. Alors, il y en a plusieurs, on va rentrer dans ces pistes cyclables qui sont répertoriées, cataloguées, qu'on peut retrouver sur différents sites. Mais est-ce que tu as quelques chiffres également à donner sur le nombre de personnes qui, par année en France, viennent visiter notre beau pays ? Alors, selon les chiffres qu'on a aujourd'hui qui viennent du gouvernement, la France, elle accueille aujourd'hui 9 millions de séjours cyclistes chaque année. Donc, il faut savoir qu'il y a énormément d'infrastructures autour de ça. Il y a déjà énormément d'infrastructures touristiques. Donc, vous avez le label Accueil Vélo, France Accueil Vélo. J'ai un trou de mémoire, mais on va le retrouver dans pas très longtemps. Mais voilà, qui garantit que, en tout cas, je peux vous dire ce que ce label permet, c'est que quand vous voyagez avec votre vélo, vous allez bénéficier d'un... France Vélo Tourisme. France Vélo Tourisme. Ils ont un label, France Vélo Tourisme. C'est le nom de ce label que je cherche. Mais je crois que c'est Accueil Vélo, il me semble. Label Accueil Vélo, c'est le ministère de la Culture, oui. C'est bien label ça. Accueil Vélo. C'est bien ça, très bien. Avec ce label Accueil Vélo, vous allez voir que déjà sur France Vélo Tourisme sont référencés un grand nombre de lieux qui ont eu cette labellisation. Donc, quand vous construisez votre voyage, vous vous rendez là-dessus. Vous allez avoir accès à un local sécurisé. En général, il y a de quoi faire un petit peu de mécanique.
Et mine de rien, quand on fait du voyage à vélo et qu'on n'a pas de tente, c'est cool de ne pas devoir envoyer 15 000 messages à tous les propriétaires, aux hôtels, etc. En mode, est-ce que vous avez un local sécurisé où je peux mettre mon vélo ? Est-ce que vous avez de quoi réparer ? Est-ce que... Non, là, au moins, on sait qu'avec ce label Accueil Vélo, on est sûr que là où on se rend, on va être bien accueilli, qu'on va pouvoir stocker son vélo de manière sécurisée et qu'on va être en face de gens qui savent ce qu'est le vélo. Et ça, c'est quand même très, très, très plaisant. Et vous avez également sur le site de notre partenaire, la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo, des voyages, que ce soit d'une courte durée ou d'une longue durée, qui vous sont proposés directement. Là, devant mon écran, si je souhaite aller faire le Tour du Léman, par exemple, en Suisse, c'est possible. J'ai également la Haute-Normandie, les parcs naturels régionaux. Donc vous allez sur le site, et puis là, vous avez Vélo en France. Et là, vous avez différentes randonnées où vous avez le lieu de départ, également la commune qui est concernée, et vous avez un descriptif. Donc tout ça est très simple, hein, parce que tu pars pas non plus à l'inconnu. Tu as quand même un guide qui va te dire ce que tu vas pouvoir découvrir, où est-ce que tu vas pouvoir t'arrêter. Mais si je reviens vraiment à ce dont tu parlais, ça veut dire que c'est un secteur en forte croissance. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de tourisme en France, que notre pays attire beaucoup d'étrangers. Mais ne serait-ce que sur notre segment qu'est le cyclisme, qu'est le vélo, c'est un énorme business en fait. Le business en plus, alors tout à fait, c'est un secteur qui est en plein essor. Donc on le disait, il y a les lieux d'hébergement, les lieux d'accueil, etc. Il y a aussi aujourd'hui plein de prestations de guidage notamment qu'on peut prendre. Donc il y a des séjours guidés et non guidés. Soit on a un moniteur qui nous emmène et qui va rouler avec nous, soit on peut... faire appel à des agences de voyage qui vont vous fournir non seulement une trace GPS, mais aussi peuvent vous mettre à dispo des vélos. Donc, on peut très bien, je pense, sur la Vélodyssée notamment, qu'on veuille la faire en entier. Donc, la Vélodyssée, pour rappel, elle longe tout le littoral atlantique de Roscoff jusqu'à Bilbao. Mais on peut très bien choisir de ne faire qu'une étape. Et il y a des loueurs qui, par exemple, on prend les vélos... autour de Bordeaux, on descend jusqu'à Hendaye et le loueur vient récupérer les vélos à Hendaye. Donc c'est simple quand même. C'est super simple. Ils peuvent aussi gérer la logistique. Ils peuvent gérer les réservations d'hôtels pour vous, etc. Donc vous êtes en autonomie, vous êtes avec votre famille ou vos amis, mais vous vous débarrassez de tout l'aspect logistique en faisant appel à des agences de voyage à vélo et des séjours guidés ou non guidés. C'est peut-être en France, là tu parles de justement ce qui peut être proposé guidé ou non guidé. Quand c'est guidé, parfois certains vont même jusqu'à réserver les hôtels le soir. C'est-à-dire que je me souviens, je crois que c'est Fanny d'ailleurs, je crois que c'est Fanny Bensoussan dont on parlait juste avant d'ouvrir les micros, qui est la compagne de Sofiane Seili. Elle a débuté, l'ultra-endurance, parce que j'avais fait un podcast sur Ultra Talk avec elle m'avait expliqué, par ce biais-là. C'est-à-dire, elle s'est dit, moi, je vais aller découvrir le sud de l'Italie. Voilà. Eh bien, elle était passée par une agence qui lui avait booké une semaine. Donc, en termes de logistique, elle n'avait pas de stress. Elle savait tous les soirs quel hôtel était booké, d'où elle partait, d'où elle devait arriver, 60 km ou 250, enfin, peut-être pas, mais 120. Et en fait, c'était très, très simple. Et ça m'amène à dire que, pour me déplacer beaucoup, je vois aujourd'hui qu'en France, on a encore... Certes, on a un pays qui attire beaucoup. Certes, c'est un business parce que ça génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le tourisme. Mais on est encore, je trouve, un petit peu en retard sur les infrastructures hôtelières. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu veux aller passer 4 jours à Gérone. En Europe, on est d'accord, le spot où tout le monde... Parce que tu peux faire de la route, du gravel, il y a des pistes. Et non pas des chemins forestiers, je fais la différence sur le gravel. Il y a des pistes. Bref, les routes sont très smooth, c'est-à-dire que c'est un billard pour rouler, c'est agréable, il fait généralement bon. Eh bien, les hôtels se sont tous réorganisés et proposent une sécurité totale autour de tes vélos. C'est-à-dire que le vélo est interdit, tu n'as pas le droit de le monter dans les chambres. C'est interdit. Donc, quand tu es français et que tu arrives avec un vélo à 10 000 balles et que le mec te dit « Ah non, le vélo, il ne monte pas », je te laisse imaginer la réaction, mais qui te dit non, mais vous inquiétez pas, on a un local en bas qui est sécurisé. Alors au début, tu dis sécurisé, c'est ça. Voilà. Et en fait, si. C'est hyper sécurisé. Et c'est pour ça que moi, maintenant, quand je vais à Gérone, je vais toujours au même endroit parce que je sais que je n'ai pas à me soucier des vélos avec le groupe avec lequel je suis ou de mon vélo si je suis tout seul. Il est en bas, au sous-sol, dans une chambre qui est accessible uniquement par le badge de ta chambre. Donc, tu as un historique. Si jamais il y a des vols, tu as des caméras. Tu as du matériel pour le réparer. Et je trouve qu'en France, eh bien, je ne l'ai encore pas vu
dans les hôtels où je vais. Alors, n'hésitez pas en commentaire à nous mettre quel vos hôtel meilleurs hôtels ou vos meilleurs hébergements. Nous recommander, mais en tout cas... Ou si vous tenez un hôtel et si vous voulez nous dire ça. Mais je trouve que c'est super intéressant parce que quand une ville veut promouvoir la destination vélo, si elle n'a pas la base de la logistique, d'infrastructures qui permettent d'attirer des gens sans qu'ils aient à le monter dans leur chambre, à nettoyer la chaîne sur la moquette, tu vois ce que je veux dire? Non, moi j'ai des souvenirs même de courses, mais je pense que moi c'était sur une Born to Try, qui n'existe plus maintenant, mais qui était vraiment une chouette épreuve. Et en fait, pareil, c'était la distance courte de la Born to Ride. On pouvait choisir. Et moi, j'avais fait un 600, je pense, qui partait de Bordeaux et qui allait jusque vers Saint-Gaudens. Et je me rappelle que, par exemple, dans un des hébergements, donc c'était un hébergement... En plus, c'est les Pyrénées, il y a beaucoup d'hébergements quand même qui sont un peu adaptés au vélo. Mais en fait, nous, on était quand même en course. Et je me rappelle que le matin, à 5h du mat', j'ai dû jeter mon vélo par-dessus le portail parce que en fait tout était fermé. Ouais. On leur avait dit qu'on allait partir tôt, j'étais pas toute seule, on était 3. On leur avait dit on va partir tôt, ils avaient dit on laissera ouvert machin, et c'était pas du tout adapté. Donc les vélos ont toujours dormi dans des garages mais moyens sécurisés quand même, et en plus fallait jeter les vélos, alors que je te rejoins, même tu vas à Majorque, tu vas à Minorque, tu vas en Italie, tu vas à Finale Ligure qui est vraiment le Gérone du VTT. C'est pareil, il y a plein de trucs sécurisés pour mettre les vélos. Ils ont partout, tous les garages ont aussi de quoi laver les vélos. C'est un petit détail, mais ça fait la différence. C'est super appréciable. Quand tu as à choisir une destination, aujourd'hui, ça fait partie du cadre de réflexion. C'est vrai. Donc, on prend toutes vos meilleures adresses. Non, mais c'est intéressant. Si vous avez en France, si vous avez en France comme ça des adresses... Si, moi, j'ai une excellente adresse. Ça s'appelle les Terrasses du Lac. C'est en Lozère. Mais nous, c'est vrai que quand on fait les stages aux Terrasses du Lac, les stages cyclisme 100% féminin, personne ne monte son vélo dans l'hôtel. En revanche, il y a une salle sécurisée à laquelle personne n'a accès. De toute façon, l'hôtel est uniquement réservé pendant les stages cyclistes aux cyclistes. Et il y a vraiment une salle avec les vélos qui est entièrement sécurisée, où tout le monde met son vélo et il n'y a aucun stress là-dessus. Donc ça peut se faire. Il suffit, je pense, d'avoir un peu de place et de la bonne volonté, mais il y a de quoi faire la mécanique, etc. Et c'est vrai que quand on fait tout le stage, on a un espace pour faire les ateliers. Les vélos des filles sont stockés en sécurité. Elles passent pas leur temps à monter, descendre le vélo dans les étages. Enfin, et même, d'ailleurs, truc incroyable que j'ai vu lors de notre dernier stage, c'est que dans les nouveaux bungalows, parce que nous, des fois, ça nous arrive en tant que monitrice de dormir dans les bungalows et pas dans l'hôtel, les bungalows ont un espace garage sécurisé avec des prises. Moi qui roule en vélo électrique comme je suis enceinte, ça me permettait de poser le vélo, de faire charger parce que c'est une batterie qui charge au cadre, de charger mon vélo, de fermer. Je rentre pas le vélo dans le bungalow, je salis rien et je dors sur mes 2 oreilles parce qu'il est vraiment dans un endroit sécurisé. Donc c'est des volontés à avoir, mais c'est vrai que ça change tout. Ouais, ça fait la différence. Et quand tu penses voyage à vélo, tu vas me dire ce que tu en penses, Camille, mais moi ce que j'aime dans le voyage à vélo, en tout cas du tourisme, pas du voyage à vélo, mais du tourisme à vélo, c'est ce temps long. C'est-à-dire que tu peux prendre le temps de te dire, tiens, là, je n'avais pas prévu, mais la terrasse ombragée du petit bar ou du petit restaurant ou de la brasserie ou du café ont l'air tellement sympa que je vais prendre un quart d'heure, 20 minutes pour m'arrêter. Tiens, là, le panorama est magnifique, je prends une photo. Et je trouve que c'est ce qui est vraiment agréable quand tu prends ton vélo et tu vas d'un point A vers un point B, ou tu fais une boucle, ou même ce qui se fait beaucoup dans les grandes villes, tu prends ton train, tu fais 2 heures de train et tu vas mettre 8 heures pour revenir, ou inversement. Ce temps long est quand même vachement agréable à vélo. C'est très très plaisant et c'est vrai que je fais une digression, mais de toute façon, vous l'avez compris, cet épisode, c'est un petit peu le souk. Mais tu vois, on parlait de l'essor du vélo. Il y a quelque chose qui permet, et du cyclotourisme, c'est l'électrique. Oui, on en revient à ça. Et ce temps long, même en électrique, ça permet à beaucoup de gens qui ne voyageaient pas à vélo avant. Parce qu'avant, il y avait quand même cet aspect un peu de faut avoir la caisse pour faire du voyage à vélo. Si en plus tu trimbales tes sacoches, 2 sacochards, voire une remorque, voire ton... Là, tu peux partir avec une remorque pleine de batteries. Exactement. Ça ne pose pas un problème puisque tu as l'assistance électrique qui va porter ce poids-là. Exactement. Et tu peux... je pense que ça contribue grandement à cet essor du cyclotourisme. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, l'ELEC fait quand même des miracles pour ça et pour pouvoir permettre à plein de gens de voyager à vélo et de découvrir, tu vois. Et je me dis, découvrir ce temps long,
c'est vrai que peut-être tu n'aurais pas eu l'opportunité si tu n'avais pas l'électrique et que là, tu peux le faire. Et ça, c'est vraiment, Et de passer vraiment l'école, super, dont on Oui. aurait pu se sentir incapable de le faire il y a quelques semaines, mois ou Tout années. à fait. Là, l'électrique permet de découvrir de nouveaux horizons et de voyager justement différemment. Et justement, on parle de nouveaux horizons. Quels sont les grands itinéraires? Parce que tu as parlé du Neurovélo tout à l'heure, mais quels sont les grands itinéraires ou les ressources à connaître? Quelqu'un qui se dit, moi j'aimerais bien, j'ai envie de partir, vous m'avez donné envie de partir. On reçoit beaucoup de témoignages comme quoi on arrive à faire bouger certaines lignes des fois et permettre aux gens d'oser. Mais où est-ce qu'on peut se documenter? Est-ce que tu as des références? Quels sont les grands itinéraires? Alors moi là aussi, je mets en avant ce qui est normal, notre partenaire. Si vous allez sur le site de la Fédération française de cyclotourisme, vous allez avoir de nombreuses choses. Mais il y a aussi des communautés qui partagent, il y a d'autres sites qui sont spécialisés sur ça et qui ne sont pas dans le cadre fédéral. Donc voilà, quels sont les grands itinéraires? Voilà, par exemple, moi je sais que j'avais déjà fait plusieurs fois au podcast des gens qui m'avaient expliqué, débuter, d'avoir fait l'Eurovélo 6 par exemple, tu vois. Donc est-ce que tu as, toi, des grands itinéraires à partager, Camille? Alors, déjà, pour avoir... donc, il faut savoir que la France, elle est traversée par 10 Eurovélos différentes. Qu'est-ce qu'une Eurovélo? Donc, une Eurovélo, c'est un itinéraire cyclable qui ne va pas forcément être que de la piste. On va avoir aussi des passages sur route, etc. C'est du bord de canal, du bord de... Exactement. Ouais. En général, du chemin de halage, des choses comme ça. Mais on a aussi des traversées par les champs, etc. Et qui va traverser plusieurs pays d'Europe. Donc, il faut savoir que la France, il y en a 10 qui la traversent. Il y a plein de choses différentes. Vous pouvez faire... on le disait, on en parlait notamment, tout ce qui est... toute la partie un peu Vélodyssée. Vélodyssée, exact. Ouais. Voilà, vous avez ça. Vous avez la véloroute de la Méditerranée aussi, qui est très belle. La véloroute de la mer du Nord, la véloroute du Rhône. Donc, pour ça, tous les parcours sont sur eurovélo.com. Vous pouvez les trouver. Encore une fois, c'est pas un truc de... vous devez pas le faire de A à Z. Vous pouvez juste prendre une portion qui est pas très loin de chez vous. Et c'est super pour commencer. C'est un peu comme Compostelle. Tu peux choisir quel segment tu veux faire. Moi, j'en ai quelques-unes que je voulais mettre en avant. Par exemple, l'Eurovélo 6, est-ce que ça te parle? Non. L'Eurovélo 6, donc c'est la Loire à vélo, en fait. La Loire à vélo qui a fêté, d'ailleurs, je crois, pour avoir été en contact avec la ville d'Orléans il y a quelques semaines, qui a fêté ses 20 ans l'année passée. Okay. La Loire à vélo. Et justement, c'est de Saint-Nazaire à Bâle. Alors, à chaque fois qu'on va donner une destination, bien évidemment, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être de Bâle à Saint-Nazaire. C'est 1300 km. Donc, les gens vont se dire, moi, je suis incapable de faire 1300 km. 1300 km, ça peut se faire en plusieurs jours. Ça peut être vos vacances d'été, estivales en famille. On a fait un épisode sur les enfants, justement. Tu vois, comment on se déplace avec les enfants. C'était dans la saison 1 également. On a parlé des enfants la dernière fois sur quel moment ils peuvent vous accompagner à vélo. Donc, ça peut être l'occasion. Donc, voilà, avec cet Eurovélo, vous allez traverser Orléans, Blois, Saumur, Angers, Nantes. Bref, c'est généralement relativement accessible, tu es d'accord? Tout à fait. Oui, les Eurovélos sont vraiment très accessibles. Sur ça, vous n'avez pas à vous en faire. C'est fait plus dans une optique de découverte des territoires. Exactement, tourisme. Mais il n'y a jamais de grosses difficultés, il n'y a pas de mauvaises surprises. Que vous partiez en gravel, en bikepacking ou que vous rentriez du boulot le soir, chaque détail compte. Des pneus adaptés, une sacoche bien placée, une chaîne impeccable, c'est là que Cyclable entre en jeu. Que ce soit pour une escapade en pleine nature ou traverser la ville, tu peux tester et personnaliser ton vélo avec des experts et des professionnels cyclables dans 83 magasins en France et en Suisse. Parce qu'un vélo bien préparé, c'est tout simplement plus de plaisir, plus de kilomètres et surtout plus d'aventures. On a la Vélodyssée dont tu parlais. Donc, la Vélodyssée, c'est l'Eurovélo 1. Donc, juste avant, je vous ai parlé de l'Eurovélo 6. Mais la Vélodyssée, la fameuse Vélodyssée très connue dans les personnes qui se déplacent à vélo, dans le tourisme à vélo, c'est l'Eurovélo 1. Elle fait 1250 km. Tu nous l'as expliqué tout à l'heure, Camille. Roscoff jusqu'au Pays Basque. Voilà. Et pour des couchers de soleil, ça va être magnifique. C'est vraiment cool. Alors moi, je ne l'ai pas faite en entier, mais je l'ai beaucoup faite entre Bordeaux, Hendaye. Et franchement, pareil, je trouve qu'en famille, c'est un super truc à faire. Génial. Il y a beaucoup de pistes cyclables. C'est très accessible, c'est plutôt roulant. C'est très sécurisant. Et même, moi, je pense que mon premier voyage à vélo, c'était avec des copines, avec Francesca, avec mon amie Sylvie.
Et voilà, on avait fait un bout de vélodyssée tout ensemble et c'était vraiment, vraiment une super expérience. C'est génial, ouais. C'est génial. Puis de partir de la Bretagne, d'arriver au Pays Basque, et là, tu dois avoir une déconnexion et le sentiment de voyager est incroyable, quoi. Donc ça, on vous encourage. Tu parlais il y a la Via Rona également. La Via Rona, donc toujours, je ramène à l'Eurovélo, mais c'est l'Eurovélo 17 qui fait 815 km du Léman à la Méditerranée. Là aussi, ça doit être... Alors moi, j'en ai fait un bout l'autre jour. Pour aller justement en revenant des terrasses du lac pour aller jusqu'au-dessus de Valence et c'est super beau. C'est super beau, j'avais par contre le vent dans le nez et c'est très plat, donc faut s'armer d'une certaine patience. Mais par contre, c'est super, super joli. Tout le bord du Rhône est magnifique et c'est pas une zone de la France que je connaissais très bien. Et ça m'a vraiment envie d'en faire plus. Il y a un truc aussi qui est très chouette en Ardèche, qui est pas très loin, mais j'y pense, ça s'appelle la Dolce Via. Et la Dolce Via, c'est une ancienne voie de chemin de fer qui a été reconvertie en piste. On peut même prendre un vieux train à vapeur pendant l'été qui vous emmène Génial. au départ de la route. Et ensuite, c'est vraiment donc quasiment... Enfin, c'est très, très roulant. Et c'est pour le coup que de la voie verte. Et il paraît qu'avec les enfants, c'est génial. Donc, nous, on a prévu de la faire l'été prochain et j'ai vraiment poncé le truc. Il y a plein, justement, d'accueils vélo tout autour. Il y a des très jolis hébergements. Tous les villages traversés ont l'air chouettes. Et voilà, en Ardèche, ça s'appelle la Dolce Via. C'est vraiment un truc familial. Là, si vous êtes cyclosportif, je pense que ça ne va pas forcément vous parler. Mais par contre, en famille, c'est très, très chouette. Génial. Alors, c'est vrai que des itinéraires, il y en a plein. Là, on vous en cite quelques-uns. J'ai une autre ressource d'ailleurs, tant que j'y pense. Là, en plus du site de l'Eurovélo, tu as aussi véloenfrance.fr. Et ça, si vous voulez trouver un circuit vélo pas très loin de chez vous, c'est un site de la FF Vélo aussi. Et ça marche hyper bien. Et là, pour le coup, si vous voulez aller chercher des cols, etc., tout est référencé. Donc, vous pouvez aller le voir. Il y a les plus beaux sites de France. Il y a aussi des randos VTT. Il y a toutes les manifestations qui sont organisées par la Fédé. Enfin, voilà, c'est quand même chouette aussi si vous cherchez un truc pas loin de chez vous, sans partir dans une grande aventure, mais faire du tourisme pas très loin. Ça marche. Et sur le site, là, il y a l'avantage. Il y a plus de difficultés que sur ce qu'on va voir sur les Eurovélos. Mais par contre, toutes les difficultés sont précisées. Donc ça peut être aussi une bonne ressource. Ça peut permettre parfois de découvrir des routes ou des régions, des petits chemins, des sentiers qui étaient à proximité de chez soi, dans lequel on n'était jamais passé, de redécouvrir aussi sa région avant effectivement de partir sur une traversée de la France, une traversée, partir d'un pays ou d'une ville à l'étranger, traverser la France et terminer dans un autre pays, peut-être commencer par son département, sa région, une journée, un week-end. Et ça va vous permettre de prendre confiance en vous, en vos capacités, en votre matériel, et comme ça de franchir les étapes. Mais on disait tout à l'heure que c'est un vrai business, c'est des milliards qui sont en jeu. Mais voilà, justement, les enjeux, quels sont les enjeux du tourisme à vélo? Qu'est-ce que ça apporte vraiment pour une ville, un département? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Je vous fais une petite aparté sur la Sicile. Je vais vous parler de la Sicile pour mieux vous parler de la France. Mais il faut savoir que pendant le Covid, il y a un cycliste qui a décidé de faire en gros la Sicily Divide, donc de connecter la Sicile d'un point à l'autre. Donc c'est lui qui a contacté les commerçants, les villages, les hébergements pour leur demander s'ils étaient prêts à devenir bike-friendly. Ça date donc du Covid. Aujourd'hui, ça représente 9000 cyclistes par an. C'est minimum 7 nuitées en général. Et ils ont tout traqué. En fait, il a créé une l'app de la Sicily Divide. Et du coup, il traque ce que font les gens. Ouais. Il y a beaucoup de mesures d'impact qui ont été faites. Et les retombées économiques sur plein de villages, c'est des villages très ruraux en Sicile, elles ont été très, très, très bonnes. Et c'est super positif. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est un impact. Forcément, l'impact écologique, c'est plus chouette d'avoir des gens qui arrivent chez toi en vélo plutôt qu'en voiture ou en avion. Mais il y a aussi le fait que si vous êtes dans les métiers du tourisme, c'est une clientèle qui est très intéressante. Nous, la clientèle cycliste, et je m'inclus dedans parce que on dort en général sur place, on mange parce qu'on a hyper faim. On profite du paysage, tu parlais du temps long, etc. C'est vrai qu'on a le temps. On a envie d'échanger, on n'est pas dans cette une envie logique... d'échange en fait. Ouais. Et on n'est pas dans une logique de consommation du tourisme.
Non, Tu vois, on est pas dans du une tout. logique d'être acteur et je pense que ça, en vélo, c'est hyper important. Quand tu voyages à vélo, tu deviens acteur de ton voyage et pas juste consommateur de ton voyage. Et je pense que ça, en termes de retombées économiques et sociales, c'est aussi super, super important. Bah, Est-ce que tu vois d'autres points? c'est vrai que le niveau du développement économique local, l'impact, il est clair aujourd'hui. Si tu réfléchis à aménager ton infrastructure pour accueillir des cyclistes, tu vas voir ton chiffre d'affaires forcément augmenter parce que tu vas être répertorié dans des guides, dans les sites dont on parlait juste avant. Donc les gens vont avoir envie de s'arrêter. Quand tu fais ça, tu as envie parfois de ramener un petit souvenir aussi, tu vois. Donc le côté touristique est très très important, de découverte de territoire, mais il y a aussi dans les zones peut-être reculées. Là, on parle des grosses structures, mais il peut y avoir des... Enfin, tu as aussi, c'est Warm Shower, je crois aussi, qui peut proposer ça. Donc il y a un vrai impact aussi, puisque ça permet de mesurer combien de nuits, tu parlais tout à l'heure de la Sicile, le nombre de nuits consommées. Donc tout ça peut être traqué. Et il y a une vraie redynamisation, que ce soit dans les milieux ruraux, mais aussi sur des zones touristiques très très précises. Est-ce que cela aussi, Camille, peut être lié à l'environnement, aux besoins de certains cyclistes d'avoir un impact sur le côté écotourisme? Si ça ne l'est pas en première intention, je pense que ça le devient. Quand tu es cyclotouriste. Ouais, parce que certains vont à des mariages à 200 km à vélo, certains partent en vacances à vélo. Tout à fait. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer dans l'avenir selon toi, si c'est bien cadré, référencé, répertorié? Je pense et j'espère. Après, on en revient toujours à la question des infrastructures cyclables Ouais, et ça, c'est important. Et en France, il y a un travail. Est-ce que je peux voyager d'une zone à une autre avec mes enfants en toute sécurité, parce que quand on va faire un mariage ou un truc comme ça et qu'on a une famille ou encore une fois des gens qui sont peut-être moins habitués à rouler, l'électrique vient aider le côté physique, mais s'il y a des grosses routes à prendre pour quelqu'un qui fait pas du tout de vélo, c'est vraiment pas très agréable, voire ça peut être dangereux. Donc je pense que oui, on va y venir de plus en plus. Mais toujours cette signalisation, les variations de niveau, etc., ça va venir impacter ça. Il y a un autre sujet en France qui est celui de l'intermodalité. C'est vrai. Donc l'intermodalité, c'est quand on utilise plusieurs modes de transport pour se rendre d'un point A à un point B. Donc nous, notre intermodalité principale, c'est vélo et train. Et on sait qu'aujourd'hui, la France, elle n'est pas aux normes européennes sur le fait de voyager avec son vélo. Donc je pense que ça, c'est pareil. Le jour où vraiment c'est bien développé, qu'on peut se dire, tiens, on arrive avec 4 vélos, mettons, parce qu'on est une famille de 4. Tu blindes un wagon. Tu vois, non mais c'est le truc, c'est tu voyages à 4. On va te regarder de travers. Ouais, et même non, toi, j'ai vécu, moi donc, juste d'y penser, tu vois, j'ai une bouffée d'anxiété. Ouais, tu t'es de dit dire, comment ça va se passer? Est-ce que j'aurai la place? Ouais. Est-ce que si j'ai pas de place, comment ça se passe? Qui va m'embrouiller? Est-ce que ça va est-ce que ça va être les contrôleurs? Est-ce que ça va être les autres gens? Parce que en fait, peuvent pas passer avec leur valise. Ouais. Tu vois, sûr. tous ces trucs-là, je pense, le jour où l'intermodalité, ça marche vraiment, c'est trop bien. Je sais que quand je vivais à Paris, t'as quand même beaucoup de trains qui sont assez adaptés, que ce soit pour aller sur la côte ouest, que ce soit pour aller dans le nord, et que du coup, c'était facile de quand même sortir de Paris avec ton vélo, dans des emplacements à peu près corrects pour ton vélo, et après de partir à l'aventure. Quand tu vis dans des zones... nous, on vit dans une zone où l'été, on peut même pas aller prendre le train pour faire 10 km pour aller rider plus loin, parce que les trains sont déjà blindés de vélos, quoi. Et quand j'habitais au Pays Basque, c'était pareil. Et pourtant, je trouve je trouve presque que quand tu parles de voyage à vélo, le train fait partie. Parce qu'à un moment donné, tu vas devoir le prendre pour passer d'une région à une autre ou gagner un petit peu de temps parce que tu es en retard. Encore une fois, tu vois, il y a un passage qui n'est pas agréable. Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas le jeter et prendre le train et je trouve que c'est tellement agréable de te poser, de voir aussi ce paysage défiler. On est toujours dans ce temps long dont je te parlais, d'avoir ton vélo. Enfin, je trouve que ça fait partie quelque part du voyage à vélo, d'avoir ce petit morceau de train, soit au début pour partir de chez toi, soit à la fin pour rentrer chez toi. Alors les gens vont me dire, mais il faut y aller ou rentrer à vélo. Oui, mais quand tu es parti découvrir, par exemple, la Suisse, moi je parle d'un exemple que j'ai vécu, je suis parti 4-5 jours traverser la Suisse, c'était génial, mais on a été plus loin en se disant, comme ça permettra de rentrer en train, et plutôt que de tourner autour proche de la frontière, on a préféré aller s'enfoncer dans la Suisse, et le train nous a permis de revenir plus rapidement, mais d'avoir été découvrir
ce dont on n'aurait pas pu si on avait fait ça qu'à vélo. Donc je trouve ça génial. Et il y a un dernier argument, je trouve, moi, qui est intéressant dans le cyclotourisme et dans le tourisme à vélo, c'est aussi le fait de pouvoir se remettre ou juste être en mouvement, c'est-à-dire presque santé publique, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, tous les jours, je fais 50, 40, 120, tout dépend, mais je suis en mouvement. Et donc, ça va impacter ma santé. Ouais. Et ça, je pense que c'est une très bonne réflexion. Et je me dis même que moi, j'ai des amis qui ont, par exemple, décidé ils font pas de vélo au quotidien. Enfin, ils en font très peu, un petit peu de vélo taf, mais ils ont décidé de partir en voyage à vélo. Bah, ça leur a fait un objectif pour se forcer à faire un petit peu de vélo toutes les semaines. Ouais, la préparation. Et du coup, se dire, bah voilà, on va partir, donc c'est quand même bien qu'on s'entraîne un peu. Et je pense que, ouais, au-delà de... On dit souvent, tu sais, dans la préparation d'un voyage, d'une expédition, etc., que la joie, la prise de plaisir, elle est quasiment aussi importante dans la préparation, dans l'anticipation, que dans la réalisation. Et du coup, moi, c'est ça aussi que je trouve super quand on prévoit un voyage à vélo. C'est tout cet aspect préparation, anticipation, préparer ses petites traces, choisir ses hébergements, faire toutes ces choses. Pour moi, ça fait vraiment partie du plaisir. Après, si on a la flemme ou si on ne sait pas s'y prendre et qu'on fait appel à un voyagiste... Ouais. Pour que ce soit clé en main, ça n'empêche pas de se projeter et de se dire ça va être trop cool, et de regarder les photos, etc. Mais je trouve que ça fait vachement partie du voyage, quoi. Et puis quand vous partez à plusieurs, moi je trouve que ce qui est bien quand tu pars à plusieurs longtemps, tu vois aussi le groupe évoluer. C'est-à-dire au début non mais ça peut, tu vois, oui, quand tu pars faire un voyage en famille. Alors moi perso, je suis jamais parti faire un voyage en famille, je suis parti qu'avec des copains, voilà. Avec des potes, mais je trouve que la relation est différente après, quand tu as traversé, quand je dis des moments difficiles, ça peut être prendre la pluie et les grêlons à 1500 mètres d'altitude, de ne pas avoir un refuge, d'avoir froid, et de regarder l'autre et te dire, alors là, on est mal, quoi. Tu vois des souvenirs pour toute la vie. Et puis après, tu arrives dans une pizzeria, ça c'est du vécu. Ouais, j'ai mangé le meilleur aligot de ma vie, comme ça, avec ma petite sœur. Non, mais tu t'en souviens. De Millau. Ah ouais, mais moi, les souvenirs de voyage à vélo, c'est parmi mes plus beaux souvenirs. Mais oui, je trouve que ça crée des relations différentes. Donc, si tu pars en famille, mais c'est d'autant plus enrichissant et important de se créer des souvenirs et puis de se recroiser des années plus tard. Et tu te souviens, regarde, dans ce café qui était là, on est arrivé trempé, on s'est changé devant tout le monde. Enfin, je trouve qu'il y a ça permet de solidifier et associer au temps long. Ouais, de remettre un peu parfois l'église au centre du village, comme on dit, tu vois. C'est vrai. Et pour les personnes qui nous écoutent, c'est pareil, quels conseils on peut leur donner sur... moi, vous m'avez donné envie, j'ai envie de partir. Je suis en train de préparer l'été prochain. Finalement, on va partir 1 semaine, 10 jours, 5 jours, en famille ou avec des copains. Qu'est-ce que naturellement, comme ça, quels conseils tu pourrais leur donner ? Alors, 3 étapes. Étape numéro 1, on va bien définir le projet. Donc la durée, tu le disais, est-ce que c'est 3 jours, 5 jours, 1 semaine ? Si on n'est jamais parti du tout, c'est peut-être bien de même se dire, un peu comme quand on prépare une course d'ultra, mais se dire, tiens, on va faire un week-end test 3 jours, si on veut partir 10 jours cet été. Ça permet de tester le matériel. Aligné, parce que sinon, les reproches peuvent vite fuser en cas d'intempéries, de fatigue, d'hypo, tu vois. Donc je pense, bien structurer son projet sur la durée, sur la distance, sur comment est-ce qu'on trimballe ses bagages. Ça, c'est super, super important. Est-ce qu'on utilise de l'assistance électrique ou non ? Est-ce que tout le monde est en élec ou non ? Ça va dépendre un peu de la typologie de parcours qui est choisie, mais bien définir. Et je pense que c'est un projet qui se construit en famille ou entre amis, mais c'est un projet qui se construit collectivement. Il ne faut pas imposer de décision à qui que ce soit, parce que sinon, ça va être atroce. Le 2, je dirais bien préparer sa logistique. Donc, on en parlait, ça, on vous l'a déjà dit, mais préparer ses traces, savoir où est-ce que vous allez dormir, savoir comment est-ce que vous rentrez. Est-ce que vous rentrez en vélo ? Est-ce que vous rentrez en train ? On en a parlé. Le matos. Enfin, voilà. Et justement, faire un pré-trip, ça permet de tester le matos. Moi, je déconseillerais de partir plusieurs jours si on n'a pas testé ses sacoches. Enfin, qu'est-ce qui peut se passer ? Les sacoches qui frottent,
Qu'est-ce qu'on a Ouais, vu ou pas d'autre? adapté au mauvais endroit. Enfin, c'est Ouais. testé, c'est la base, ouais. Ouais, tout. Enfin, le vélo qui bouge, la remorque qui tient pas. Enfin, voilà, bien tester le matos ou vérifier que même ce qu'on veut prendre, ça rentre dans les sacoches. Parfois, on est très ambitieux, non mais large, et puis au moment de partir, on se rend compte que il manque Ouais, peut-être. ou ça tient pas, ou c'est trop lourd, ou Voilà. ouais, complètement. Donc, Ce qui est utile, pas utile. Ouais, ça prend aussi, donc ça doit pas du tout être bloquant, mais justement, se dire, même partir... des fois, ça peut juste être partir à la journée, faire un pique-nique quelque Complètement. part et revenir si Alors vous ça, êtes un peu ça, c'est pressé par génial, le temps. parce que ça, tu déconnectes complètement. Ouais, Tu vis le moment. Enfin, c'est un bon moyen de déconnecter, effectivement. Là, on parle de tourisme, des Eurovélos, mais juste partez au lever du soleil, rentrez au coucher du soleil, et vous aurez passé une et super c'est journée. et c'est déjà une petite aventure qui se prépare, etc. Donc ça, c'est bien. Donc je dirais, on définit le projet, 2, on se prépare logistiquement. Et 3, après, ce que tu disais tout à l'heure, mais vraiment, on se laisse le temps de vivre le truc. Donc ça, je pense que sur les conceptions d'itinéraires, c'est important de le garder en tête suivant le niveau de tout le monde. Mais peut-être qu'on évite de se mettre des journées à 80, 100 bornes si on part avec des gens qui ne font pas de vélo. Ouais. Et Parce puis, que vous allez peut-être passer une super journée, eux peut-être beaucoup moins. Et parfois, il vaut mieux faire 20, 30 bornes et s'arrêter, faire des photos, manger des glaces, boire des cafés et juste profiter, quoi. Et parfois, et ça, à chaque fois que je fais des rides avec des potes, c'est le reproche que l'on me fait, c'est que je sors du sentier prévu. C'est-à-dire que moi, je fais partie du cycliste, tu vois, on s'arrête, boire un coup, on discute au sommet d'une bosse, où on attend tout le monde, voilà. Et moi, je fais partie de ce genre de cycliste en disant « Ah, mais regarde la petite route là-bas. Ah, ça doit être vachement bien. Viens, on y va. » Et ça arrive parfois que pour y accéder, en fait, c'est un cul-de-sac. Et on s'en rend compte après une grande descente, donc il faut tout remonter. Donc ça, je sais qu'il y a des... Ils vont peut-être se reconnaître en nous regardant, mais j'ai des potes avec qui je vais rouler qui, à chaque fois que je dis et si on me coupe tout de suite en disant non. Parce que moi c'est ce que j'aime quand je vais faire du vélo. Et souvent, quand je vais rouler seul, c'est rare, parce que maintenant, j'aime bien mes sorties... Enfin, quand je suis seul, je fais de l'intérieur. Et j'aime bien sortir. Pour moi, ça doit être un côté social, tu vois. Et par contre, quand je vais rouler et que j'ai un peu de temps, j'aime bien me dire, attends, là, je suis jamais passé. Finalement, et ça m'est arrivé de découvrir des routes autour de chez moi, là où j'ai grandi. J'étais jamais passé, quoi. Et elles sont magnifiques. Donc, n'ayez pas peur aussi, quand vous programmez comme ça du tourisme à vélo, d'avoir des plages un peu d'imprévus où là, je vais sortir du sentier, j'y reviendrai un peu plus loin. Mais tiens, là, au sommet, on dirait qu'il y a un petit château ou un truc ou un point de vue qui est intéressant. Allons voir. Ou ne vous laissez pas embarquer dans des galères. Voilà, mais moi, je trouve que ça, c'est génial. Non, mais c'est vrai que c'est au choix. Et après, ça dépend de avec qui tu es et comment la journée se passe. Mais c'est vrai que prendre le temps de découvrir et même se dire, tiens, là, tu vois, il y a un point de vue où, je sais pas, il y a genre une petite route où il y a la route du souvenir. Tu vois, si tu fais le Tourmalet... Et tu te dis, tiens, j'ai envie de faire la route du souvenir et de changer un peu. Et c'est cool d'avoir le temps de le faire si tu es dans un mode découverte. Il faut que tout le monde soit bien d'accord sur les enjeux, parce que oui, des fois, on fait demi-tour. Après, ça fait partie de l'aventure aussi, j'ai envie de vous dire. Et puis les rencontres. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime, et je pense à mon ami Jeanlin, avec qui j'avais fait le Tour de France, ce qu'on appelle le Tour de France randonneur. C'est-à-dire, tu fais le tour de la France par les frontières et le littoral. On avait pris 21 jours, c'était 5000 bornes. Et je me souviens dans le nord de la France, m'être arrêté et discuter avec un papy qui devait peut-être avoir 90 piges. Mais tu sais, ces personnes âgées qui sont devant chez eux à l'extérieur et qui sont juste assis sur un banc pour voir passer une voiture toutes les 3 heures, en fait. Ah ouais. On avait eu une super conversation, quoi. Tu vois, de dire... c'est un petit peu aussi la philosophie sur un podcast, de dire, vas-y, sur Ultra Talk notamment, raconte-moi ta vie. Et tu discutes, tu viens d'où, t'as fait quoi. Et je trouve ça génial de prendre... Et des fois, toutes les rencontres ne sont pas extraordinaires, mais parfois, il y a des rencontres qui vont te suivre toute une vie. Parce qu'une expression, un parcours de vie... une expérience, et ça va résonner en toi, et ça peut avoir un impact qui, au moment où ça se passe, tu n'auras pas conscience, mais inconsciemment, ça va faire bouger des lignes, quoi. Donc, le tourisme à vélo sert parfois à ça. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire Camille, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cet épisode ? Moi, je vous dirais que le tourisme à vélo, c'est un super moyen de voyager. C'est vraiment accessible, c'est vraiment super enrichissant.
C'est un bon moyen, je pense, de partager sa passion avec les gens qu'on aime. Je pense que c'est souvent beaucoup plus facile de dire viens, on va se faire un week-end vélo à quelqu'un qui débute ou à quelqu'un qui fait pas forcément de vélo tous les jours, plutôt que de les emmener sur une sortie qui va être plus physique, où il n'y a pas cet aspect découverte, où il y a plus un aspect sportif. Je pense que voilà, le tourisme, c'est un très bon moyen de rentrer dans le sport cycliste aussi. Et on le disait, mais moi, vraiment, j'ai des souvenirs, que ce soit avec ma famille, avec des amis, de super beaux voyages à vélo. Et je crois qu'on en a déjà parlé dans certains épisodes, mais tu sais, pour moi, et ça, on rentre dans un truc très philosophique, la vie, elle est faite de plein de choses dont on ne se rappelle pas, où on vit un peu en mode pilote automatique, etc. Et le vélo t'amène cet ancrage dans la réalité, dans les trucs qui vont te marquer, dans les trucs qui vont te faire grandir. Et ouais, des fois, tu vis un truc et sur le coup, tu réalises pas à quel point ça va faire bouger les lignes dans le futur, ce que tu disais très bien. Et je trouve que dans le voyage à vélo, il y a vraiment ce truc-là, où ça va te marquer à vie, ça va te faire des souvenirs pour toujours. Et en plus, ça va te permettre de sûrement faire bouger des lignes d'une manière ou d'une autre, avec tes potes, avec ta famille, de créer encore plus de liens. Et voilà, et ça pour moi, ça a pas de prix, quoi. Et puis les souvenirs, moi, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est toutes les hôteliers, toutes les personnes qui sont dans le tourisme aujourd'hui, ayez la réflexion de dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les cyclistes viennent chez moi. Certes, certains vont venir, mais ils vont galérer parce qu'il n'y a pas de... Ce qu'on disait, un endroit où c'est vraiment sécure, ils peuvent réparer, ils peuvent gonfler, ils peuvent repartir en sécurité. Donc si vous êtes dans le monde du tourisme, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les communiquer. Mais si vous cherchez à développer votre business, mettez le cyclisme, ou en tout cas le tourisme à vélo dans votre réflexion. Ensuite, la première chose, c'est de faire une journée. On part de voyage à vélo. Là, on ne parle pas de traverser la France ou l'Europe, mais faites déjà juste une journée, un lever de soleil. Cet été, vous partez un week-end, puis après, ça sera 2 jours, 3 jours. Vous verrez, vous allez vous créer des souvenirs incroyables. Et parfois les souvenirs, ça ne sera pas un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil. Certes, ça va vous marquer, mais parfois, ça va être une crevaison galère. Vous n'allez pas réussir à réparer. Ça va être un orage où vous n'allez pas trouver d'abri. Mais ça, ces moments-là, ça n'a pas de valeur. Donc voilà. Et puis après, j'ai une pensée pour nos partenaires. Si vous souhaitez partir, allez chez Cyclab. Vous trouverez forcément l'accessoire, le conseil qui permettra de vivre un bon moment. Et puis si vous voulez des itinéraires, vous allez sur le site de la Fédération française de cyclotourisme, sur la partie justement tourisme, et vous trouverez aussi de formidables destinations. Un grand merci Camille pour cet accompagnement. Merci beaucoup Arnaud. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Tous en CL. Merci.